Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 13 d'Up and Thunder, le seul podcast français exclusivement sur le Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver malgré l'élimination cette semaine d'OKC en playoff. En effet, après une série de 7 matchs qu'on n'est pas vraiment prêt d'oublier, le Thunder a été éliminé par Houston. On va bien entendu dans cet épisode faire un retour sur cette série. Avec moi, mon acolyte désormais sur les podcasts et les lives, Constant. Comment ça va, Constant ? Ça va. Toujours un peu déçu de cette fin de Game 7, mais on s'en remet petit à petit. Justement, puisqu'on va parler de cette série, c'était un peu ma première question. Après quelques jours, là, après cette défaite dans les dernières secondes du Game 7, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis de cette série, vis-à-vis de ce match et de cette fin de match un petit peu chaotique? Mes sentiments sont un peu partagés. Si tu me demandes mon sentiment vis-à-vis de la série, je te dirais que je suis pas déçu étant donné que Houston a été la meilleure équipe, je pense, sur cette série. On gagne 3 matchs, enfin les 3 matchs qu'on remporte, c'est des matchs qu'on gagne dans le clutch, mais je pense qu'OKC, si tu regardes les plus gros avantages sur un match, OKC a dû rarement mener plus de 10 points, ce que Houston a dû quasiment faire sur tous les matchs de la série. Et même on voyait que Houston attaquait mieux, défendait mieux, etc. Donc vraiment, d'un point de vue global sur la série, je suis pas déçu. Après, si on se concentre juste sur le Game 7, là oui, je suis clairement déçu parce que j'ai l'impression que vraiment c'est plus OKC qui perd ce Game 7 que Houston qui le gagne. J'en ai parlé via le compte, mais 21 pertes de balles sur un Game 7, c'est juste inadmissible, quoi. Dont 11 pertes de balles non provoquées par Houston. Et vraiment, cette fin de match en plus avec ce clutch qui est très mal géré de notre part, alors qu'on a géré le clutch quasiment parfaitement à tous les matchs cette saison, me donne un arrière-goût plutôt amer sur cette série, ou en tout cas sur ce Game 7, parce que je me dis, il y avait vraiment moyen d'aller le chercher. Pour revenir déjà, moi, globalement, sur mon sentiment après la série, moi, j'avais hâte que ça se termine. C'était une série beaucoup trop spéciale pour moi, étant énormément fan de Westbrook et ayant suivi pas mal Houston du coup cette année. Enfin, bien que j'étais pour Oklahoma, c'était une série où j'avais tout le temps, quand Westbrook fait n'importe quoi à la fin du match 6, ça me mettait, ouais, ça me paraissait bizarre, j'aimais pas du tout. Donc je suis content que ça soit fini. Après, je suis peut-être un peu moins déçu et frustré que toi de ce qu'on en a parlé parce que je mettais Houston gagnant. Comme tu l'as dit, c'était une meilleure équipe que nous. Pour moi, ils étaient quand même un cran au-dessus de nous, bien qu'on pouvait les accrocher comme on l'a fait et leur poser pas mal de problèmes. Puisqu'on n'est pas une équipe en fait qui va perdre les matchs, peut-être à part ce game 7, de nous-mêmes. Il faut nous battre, il faut être constant parce que sinon on revient dans les matchs, on amène les équipes dans le clutch et souvent on est très efficace dans ces situations-là. Donc je pense qu'on a fait plutôt bien notre travail en fait sur cette série. On a été plutôt à notre niveau, je pense, bien on va en parler. Certains joueurs auraient pu faire mieux. Je pense qu'on a montré un bon visage et un visage qui correspond à ce qu'on a montré toute la saison. Et pour revenir un petit peu sur le match 7, moi j'ai jamais trop cru en fait. J'avais l'impression qu'à un moment Harden allait se réveiller par exemple, qu'il a fait pas vraiment un bon match offensivement. Pas Euh, je- vraiment, Pas vraiment c'est un du tout même. euphémisme. Voilà. Donc j'avais l'impression qu'il allait se réveiller un moment ou que nous, on n'allait pas réussir à avoir l'adresse qu'il fallait au bon moment. T'avais Covington qui était très fort, on y reviendra aussi je pense. On tient parce que aussi Lou Dort réalise une perf exceptionnelle. Ouais, j'y croyais pas trop pendant ce match et au final quand tu vois la tournure que ça prend, et ben il y avait la place de passer et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on perd dans le clutch sur d'abord un tir Chris Paul loop qui aurait pu être très important là, tu sais quand on gagne le ballon et qui rate à mi-distance sur un tir du classique Chris Paul. Ensuite PJ Tucker qui nous met un flotteur et après on Ça, gère c'est mal les avant ça. dernières positions. C'est avant le... T'as Alors le attends, je 3 remets de, la chronologie. t'as le 3 de Shea pour nous faire passer devant. Ouais, T'as le Tucker qui flotteur remarque. de Tucker. Et après, Ouais. c'est n'importe quoi Et pendant deux après c'est minutes. n'importe quoi, oui c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, c'est presque le dernier panier en fait, celui de Tucker. C'est le dernier C'est panier, ouais. pour ça que j'avais souvenir, je pensais qu'on l'avait presque loupé avant. Ouais, donc après il y a ouais, ce bordel un peu monstre là, et ces dernières possessions qui est mal géré, dont on va peut-être reparler, mais Je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, la fin de ce Game 7, ça me fait penser, pour les anciens qui suivent le basket, à la série entre Toronto et Brooklyn en 2014. C'est un Game 7 où tu as un point d'avance pour Brooklyn et la série se termine sur Paul Pierce qui compte Kyle Lowry vraiment à la dernière seconde. oui, je me souviens de ça, ça me Et dit moi, quelque chose. vraiment, la fin de ce Game 7, ça m'a rappelé la fin de ce Game 7 du Game 7 entre Toronto et Brooklyn. C'est vraiment un compte pour la gagne et après, c'est terminé, quoi. Parce que je veux bien qu'il reste 2 secondes sur l'horloge, mais à partir du moment où Harden bloque Dort, pour moi, le match était plié, quoi.
Oui, moi aussi, complètement à partir de ce moment-là, quand on n'a pas su gérer cette dernière possession, ouais, c'était fini. Et d'ailleurs, dans les attitudes, tu le voyais aussi, je pense. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. dans des deux équipes, tu vois, Carden sait qu'il a fait l'action décisive et que c'était plié à ce moment-là. Donc voilà, vis-à-vis de ce game set et de cette série, on en reviendra, je pense, par bribes, peut-être sur certains des sujets qu'on a prévus, sur par exemple la fin de match avec le coaching, sur certains joueurs. Et là, l'une des choses sur lesquelles je veux commencer, c'est nos jeunes sur cette série, parce qu'on l'a vu, Lou Dort a été prépondérant en fait dans les victoires d'OKC et dans ce match 7 notamment où il met 30 points. C'est incroyable de dire ça. Lou Dort a 30 points avec 6-3 points dans un match 7. Il fallait parier là-dessus. Je pense qu'il y aurait eu de l'argent à gagner. Ah bah là, oui. La Donc, cote, elle existait même pas. oui, je pense que tu pouvais pas jouer. Donc voilà, c'est le point positif peut-être à dégager cette série, c'est que l'avenir est devant nous. On a 3 jeunes en Dort, Shea et Baisley qui ont joué des bons rôles dans la série. Certains ont été plus que décisifs même. Et on va commencer par parler un petit peu de Lou Dort. Honnêtement, il est pas là. On perd en quoi, 5 matchs max? Ouais, 4. Ouais. Parce que tu regardes même le game 3, s'il est pas là, on le perd, hein. Donc, Mais on parle aussi de son taf défensif et offensivement. Qu'est-ce que tu as pensé de ses performances? Est-ce que... En fait, moi, j'ai un problème, c'est qu'il a défendu Harden d'une manière élite. J'ai rarement vu ça, même de Robertson, même de n'importe qui en NBA, j'ai rarement vu ça. bon, Euh, il y a Klay Thompson, et puis voilà. ouais, en gros, c'est ça. Par contre, offensivement, j'ai du mal à me positionner parce que il va pas mettre 30 points tous les matchs, il va pas mettre 6-3 points tous les matchs. Sur la série, il a eu un gros rôle offensivement parce que Houston le laissait jouer. En fait, c'était un petit peu la 5e roue du carrosse. Il le laissait en attaque pour pouvoir zoner et pouvoir protéger le cercle par rapport à nos autres guards. Il a fini à 12 tirs par match, ce qui est énorme pour Lou Dort, et dont 8 à 3 points, ce qui est monstrueux. Alors, c'était pas des mauvais tirs, mais c'est beaucoup. Il n'a pas hésité à les prendre. Il a été maladroit sur la plupart des matchs. Il en finit un à 3 sur 9 où c'est un peu mieux, et le dernier, du coup, où il est suradroit. Moi, j'ai un peu peur. Donc là, j'extrapole le truc parce qu'il est déjà meilleur que lui en attaque. Mais il faut pas qu'on tombe dans le syndrome Robertson avec lui, en fait. Bah justement, je trouve que ce Game 7 a montré que Luguentz-Dort, ce sera jamais Robertson. Parce que, tu vois, on pouvait se poser la question après le Game 5, quand tout le monde lui est tombé dessus après sa perf catastrophique, s'il pouvait être capable justement de réagir rapidement pour pas que cette mauvaise performance lui reste dans la tête, que justement ça devienne un Robertson ou même un Ferguson en se disant j'ai fait une mauvaise perf, donc du coup il va plus du tout être en confiance avec son tir, il va hésiter à prendre des shoots. Ce qui n'était pas du tout le cas. Au-delà de son Game 7 qui est fou, regarde juste sur le Game 6, où quand OKC en grande difficulté dans le troisième quart, c'est lui qui met à 8-0 tout seul avec 2 tirs extérieurs. Donc vraiment, je trouve que Luguentz-Dort, hormis son Game 5 où effectivement offensivement c'était catastrophique, où il n'a pas fait les bons choix, je trouve qu'il s'est plutôt bien, voire même très bien rattrapé sur le Game 6 et sur le Game 7, où effectivement il sera peut-être pas toujours aussi adroit avec son shoot, mais il y a des moments où il a refusé, entre guillemets, de prendre un tir extérieur pour aller driver vers le cercle. Alors de temps en temps ça pouvait être négatif parce qu'il pouvait prendre une charge, etc. Mais je trouve que même juste de prendre l'initiative en allant driver vers le cercle au lieu de plutôt faire une passe en refusant le tir extérieur, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Robertson et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Ferguson non plus. Donc vraiment, moi, ça me donne espoir pour la suite et je me dis que Dort, de toute façon, de par son style de jeu et de par son handle qui est loin d'être fou mais qui est quand même meilleur que Robertson ou Ferguson, sera jamais un joueur qui sera aussi négatif en attaque que pouvaient l'être nos arrières titulaires ces dernières années. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je poussais un peu la comparaison vis-à-vis de la défense de Houston qui avait réservé en fait le traitement qu'avait Robertson souvent en playoff pour Dort en le laissant tirer, en lui laissant un espace complètement fou. Et même quand il voyait qu'il allait tirer, il sortait pas spécialement sur lui. Bah, à part sur la dernière possession du Ah, 7, bizarrement, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, au-delà de son tir, on sait que ça sera sûrement ce qui fera que sa carrière est réussie ou très très réussie à Lou Dort. C'est dans quelle mesure il arrive à être constant au tir à 3 points. Je m'attendais au fait qu'il soit capable de driver. On le sait, il a joué meneur arrière
à la fac, il avait des grosses responsabilités offensives, il est capable de ça. Donc je m'attendais à ce qu'il drive et qu'il utilise ces situations-là où il a de l'espace. Après, j'aurais aimé qu'il le fasse peut-être des fois avec plus d'efficacité. Tu l'as dit, il a perdu des ballons des fois. Au cercle, il a plutôt bien fini, mais des fois c'était laborieux. Tu vois, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus efficace dans cet aspect-là. Et c'est peut-être là le seul petit défaut que je pourrais mentionner sur lui sur la série. Parce qu'après, oui, il fait des matchs sans en adresse, mais il doit prendre ces tirs-là. Et tu l'as dit, ça a été décisif parfois au 6 et au 7. Non, et puis bah, après, on parle même pas de sa défense maintenant, mais on n'en a même pas besoin d'en parler. C'est déjà d'un niveau, je pense, All Defensive Team, ce qu'il a montré. C'est. Après, la question que je me pose sur Dort, c'est que en fait, Harden, c'est vraiment le joueur qui lui convient le mieux en défense. Est-ce qu'il sera capable de réitérer ce niveau All Defensive Team quand il va jouer, enfin quand il va défendre, je sais pas, sur des joueurs qui sont totalement différents de la manière de jouer d'Harden? Par exemple, Lillard ou Booker ou peut-être des ailiers un peu plus grands. Est-ce qu'il sera vraiment capable d'être aussi fort? J'attends de voir pour l'instant parce que je suis pas convaincu. Vraiment, je trouve que Harden, déjà du fait que les deux sont de la même fac, donc s'entraîner l'été ensemble, tu vois des vidéos qui sont sympas où tu voyais déjà qu'il y a l'année dernière, tu avais Dort qui défendait sur Harden, donc forcément il le connaissait un peu. Est-ce qu'il sera capable de réitérer ça face à d'autres attaquants? J'attends de voir. Je suis d'accord avec toi. Ça sera ce qu'on va peut-être attendre sur lui dans sa deuxième saison. Notamment, moi, pour rapport aux grands ailiers, c'est ce que tu as mentionné. Sur les arrières, je suis assez confiant. Et j'ai plutôt peur, par exemple, face à des type Kawhi, type LeBron, type tu vois, des ailiers plutôt grands qui peuvent nous embêter un peu plus. Donc là, oui, ce sera peut-être son évaluation sur son année 2, ça sera offensivement sur son tir et en défensivement sur les profils qu'il est capable de défendre. Et si vous voulez vous donner un peu de sourire, allez voir son contrat. Du coup, c'est toujours un petit kiff sur voir le prix auquel on l'a signé et ce qu'il a produit sur le terrain. Il a déjà, je pense, complètement surpassé son contrat au bout de quelques matchs dans la bulle. Donc c'est plus que positif. Si vous voulez vous donner un petit peu le sourire, dites-vous que les 30 points de Dort, c'est le plus grand nombre de points marqués par un rookie non drafté de l'histoire des playoffs. Oui, c'est En improbable. année rookie. C'est incroyable. La perf sur match 7, Et des joueurs non voilà. draftés, il y en a quand même eu deux trois, hein. John Starks, voilà. Donc c'était pas un petit score. Donc voilà. Deuxième jeune sur lequel on va parler un petit peu, qu'on va analyser, c'est Darius Bazley. Lui, sur cette série, vraie rotation. Il a été efficace en sortie de banc avec notamment 50% à 3 points, ce qui est plus que positif. Et d'ailleurs, dans la bulle, il a montré des vrais progrès dans cet aspect-là du jeu, à croire qu'il a tiré pendant le confinement, peut-être. Il a été agressif en attaque, j'ai trouvé que c'était un bon apport en sortie de banc, peut-être parfois un peu trop, tu sais, dans les trop au cercle et subir les contacts ou perdre les ballons sur certains matchs, ça a été un peu moins bien. Il a été très bon au rebond, pas négatif en défense, donc plutôt cohérent. Il a joué 18 minutes par match, et en fait ma question du coup c'est, est-ce qu'il aurait dû jouer plus? Oui. Bah, j'irai pas jusqu'à dire que Baisley a été le meilleur joueur du banc sur cette série, mais je pense que ça a été le plus régulier. Parce qu'on reparlera de Schroeder après, mais Schroeder a quand même a fait des perfs un peu en montagne russe et Baisley est devenu plus important dans la rotation que Nerlens Noel, en tout cas sur cette série de playoffs. Vraiment, c'était lui le septième homme d'OKC. Et je trouve que effectivement, pour parler de son utilisation et de son temps de jeu, Billy Donovan a souvent eu tendance à l'utiliser de manière plutôt pas assez quoi. Baisley, il y avait des matchs où on reparlera après peut-être du small ball et de l'utilisation de nos pivots, mais Baisley sur certains matchs c'était quasiment notre meilleur intérieur. Et pourtant, est-ce qu'il y a un match où il joue plus de 22-23 minutes? Je suis pas convaincu. Et vraiment, cette série de playoffs et la bulle de manière globale de Baisley, elle est vraiment très intéressante parce que ça montre que c'est un joueur qui a déjà énormément progressé entre son premier match et son dernier, alors qu'il a que 19 ans et il est rookie. Après, comme tu l'as dit, il y a encore de la marge de progression, notamment au niveau de ses drives où il explose un peu trop, où il explose toujours encore un peu trop dès qu'il prend un contact. Il perd parfois des ballons un peu stupides, mais au niveau de son tir, il a énormément progressé. Et je pense que très rapidement, Baisley, ça va devenir un joueur qui va se retrouver avec beaucoup de minutes et beaucoup de responsabilités, que ce soit en attaque parce qu'il est adroit avec son tir,
ou défensivement, parce qu'il est loin d'être négatif. Je pense que l'année prochaine, il est titulaire. Si on part dans l'optique, et on aura l'occasion d'en reparler beaucoup, Tout dépend que Gallinari s'en va et à voir ce qu'on récupère si d'autres trades sont faits via d'autres joueurs. Voilà. On garde nos billes pour plus tard, mais y a des chances qu'il soit titulaire ou au moins qu'il ait encore un rôle augmenté, qu'il arrive à plus de 20 minutes, 25 peut-être dans une rotation, et ça serait plus que mérité vu ce qu'il a montré. Par rapport à son tir, c'est de plus en plus fluide, il hésite de moins en moins, il met même des step back maintenant. Je pense aussi le fait de son utilisation, avant il était très dans les corners et maintenant il est plus en haut du 45, terrain. ouais. Voilà, il est beaucoup plus efficace dans ces zones-là et ça se voit, il est beaucoup plus à l'aise, il a plus de place aussi pour driver. Je pense qu'on a beaucoup mieux utilisé du coup qu'en saison régulière. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait avant de partir sur des bas small ball qu'on aura plus tard, je pense qu'il aurait dû jouer plus. D'une part parce qu'il y a des moments où en fait il jouait pas du tout pendant des longues périodes au profit soit de Gallinari, soit du small ball ou Dort parfois jouer en poste 4. Et du coup on ne le voyait pas par moments pendant une longue période sur le terrain et je trouve ça assez dommage. Et après il rentrait, il jouait quand même une bonne période de temps. Donc pour un rookie c'est assez difficile de gérer ça. Après c'est des rotations de playoff, elles sont jamais fixes. Il faut s'adapter en temps réel normalement à la situation. Voilà, c'est pas aussi calculé qu'en saison régulière. On sait que la plupart des équipes les calculent. Donc ça sera une super expérience pour lui d'avoir vécu ça déjà. Après, on va garder les billes pour la suite en tant que small ball en poste 5. On l'a peu vu sur cette série, on l'a vu un petit peu dans la bulle. En fait, ça a commencé plutôt à cette période-là. Ça sera intéressant de voir dans le futur si globalement il est capable de le faire, de tenir le cercle, de protéger le cercle, de tenir au rebond face à des pivots adverses, même en cas de small ball de l'équipe adverse, quoi. Ouais, mais après, ce qu'on peut dire, pour pas parler tout de suite de small ball, mais son adresse à 3 points, elle peut aussi s'expliquer par le fait de 1 qu'il a progressé, mais de 2 que la défense de Houston lui a laissé énormément de place pour shooter pendant toute la série. Même après le Game 3 ou le Game 4 en milieu de série, Bazley il a été à droit quasiment toute la série. Au Game 7, les espaces que lui laissait Houston, c'était les mêmes que les espaces qu'il lui laissait au Game 2. Donc est-ce que, avec une année supplémentaire et le fait que Bazley va prendre de plus en plus d'importance dans le collectif d'OKC, parce que même s'il est pas titulaire l'année prochaine, au pire ce sera le 7e joueur de la rotation. Est-ce qu'en prenant de plus en plus d'importance, les équipes adverses vont plus le scouter et vont lui laisser moins d'espace pour tirer que ce qu'il avait là, C'est sûr. typiquement sur cette bulle et sur cette série de playoffs. Ouais, donc ça sera lui aussi peut-être l'évaluation qu'on aura l'année prochaine. Ça sera comment il va passer ce cap quand il sera mieux défendu et qu'il ne sera pas défendu peut-être par l'un des pires défenseurs adverses, j'ai envie de dire. Tu sais, là où Est-ce qu'il sera capable de répondre à cette défense plus importante à la ligne extérieure en étant justement plus agressif vers le cercle, en étant capable de scorer via des drives parce que la défense lui ouvrira plus les lignes de pénétration? Parce que pour l'instant, il a beaucoup de mal à faire. complètement. Et un petit abonnement à la salle de sport pour finir de s'étoffer À la salle de physiquement, muscu, ouais. c'est ça. Et un autre, d'ailleurs, ça me fait une transition parfaite, puisqu'un autre pour moi, le dernier jeune qu'on va aborder, mais qui doit pour moi lui aussi aller un petit peu en salle de musculation, c'est Shai. Euh, Son analyse elle est difficile sur la série parce que toi comme moi on le sait, quand on a fait les lives, il y a eu des moments où il a été fortement critiqué par tous les fans du Thunder. Il a été assez irrégulier, il a eu des mauvais matchs, il a eu des très bons passages, si je ne me trompe pas, au match 3. Game 2, il met 31 2. points. Ouais, c'est 2-3 où il est très scoreur. Il est à droit à 3 points sur la série, il a plus de 40%, donc il a augmenté son pourcentage à 3 points, bien que son pourcentage global est diminué. Visuellement, c'est ce qu'on a dit un petit peu en off tous les deux, c'était plus dur, notamment sur les drives. Moi, pas mal de fois, je te un message, j'ai dit il est en difficulté sur pas mal de drives où il se fait pousser, où il a du mal à blow by les joueurs et du coup il est au contact encore sous le cercle et c'est difficile à finir pour lui. Et Houston le jouait très bien, ça d'ailleurs. C'était un petit peu la limite dans cet aspect-là. Il a peut-être un petit peu moins été décisif que toi tu l'aurais voulu aussi parce que tu l'avais cité en clé, que c'était lui qui devait porter l'attaque. Au final, on l'a peut-être pas tout le temps vu. Il a quand même mis des tirs clutch, ça c'est plus que positif. Il met 2 tirs. Très très clutch. Il en met un au game 3 en toute fin de game, enfin avant l'overtime pour nous sauver dans la série. Parce que sinon il y a 3-0, la série elle est pliée. Et il en met un au Game 7 pour nous faire passer devant avant le flotteur de PJ Tucker. Donc, Des deux très très gros tirs. Moi, la conclusion que j'en tirerai, et après je te laisserai analyser un petit peu la série de Shai, c'est vraiment une deuxième option en fait.
tu vois, c'est pas lui qui va tout le temps te mettre les points. Là, il y avait Chris Paul qui portait la balle, qui créait. Par contre, il était là en lieutenant. Quand tu avais besoin d'un tir clutch et que Chris Paul était fermé, il était là. Quand tu avais besoin d'un petit boost, des fois offensivement, il était capable de l'apporter par des tirs de loin. Alors, bien qu'il était en difficulté sur les drives, il a montré des bonnes choses. Mais ça a confirmé mon sentiment que c'est une deuxième option dans le futur. Un lieutenant, quoi. Ah oui, mais ça, de toute façon, on est d'accord tous les deux depuis quasiment le début de saison sur l'avenir de Shea. Mais après, il y a plusieurs points à explorer avec Shea. Le premier point dont je voudrais parler, moi, c'est offensivement. Parce que il fait une série qui, au niveau des stats, est quand même très correcte. Enfin, je veux dire, 16 points, 5 rebonds, 4 passes à 43% au tir, 40 à 3 points à 96 au lancer. Tu peux te dire, il a fait une bonne série, surtout que c'est un sophomore. Voilà. Après, il y a l'impact statistique et l'impact visuel. Et visuellement, autant il y a des matchs, par exemple au Game 2, où il est très très bon parce qu'il marque 31 points, je crois que c'est limite son record en carrière égalé. Au Game 3, il est bon aussi. Au Game 4, il est un peu plus gestionnaire, mais il est toujours à des pourcentages très corrects. À partir du Game 5, du Game 6 et du Game 7, même s'il a des bons pourcentages sur Game 7, l'impact visuel est plus du tout le même. Je pense qu'il y a deux façons d'expliquer, comme ce que tu as dit, le fait qu'il avait du mal à s'imposer physiquement. La première, c'est qu'il va falloir aller à la salle de sport. Et de deux, je pense que c'est même pas lui qu'il faut critiquer, c'est faut donner du crédit à cette défense de Houston en disant qu'en défense, il s'est quand même souvent retrouvé avec Robert Covington ou PJ Tucker en défense sur lui, qui sont des joueurs qui ne peuvent pas prendre de vitesse et qui ne peuvent pas jouer au physique. Donc forcément pour lui, dès qu'il a tenté de driver, ce qu'il a fait toute la saison, c'était plus difficile pour lui de réussir à marquer quand tu as Robert Covington qui est un joueur physique et rapide que quand tu as un 4 un peu plus lent et moins mobile. Après, il y a un autre point que je souhaiterais explorer, enfin dont je souhaiterais parler en attaque, c'est son tir à 3 points. Je trouve que Shea, sur cette série, il a montré qu'il avait progressé sur son tir extérieur. Parce que si tu regardes en début de saison, son espèce de step back ou de side step à 3 points, il l'avait pas. Et maintenant, j'ai l'impression que son step back à 3 points, même si c'est pas le step back à 3 points de James Harden, il est capable de les rentrer quand même de manière plutôt régulière avec des bons pourcentages. C'est une vraie arme. C'est une vraie arme. C'est ça. Donc, et t'as même pas besoin de lancer un système, c'est juste lui qui joue en ISO et qui te fait un step back et c'est beaucoup rentré sur cette série. Donc je trouve ça plutôt positif. Après, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de matchs où j'étais frustré parce que je voyais que Chris Paul n'était pas sur le parquet et que je voyais pas Shea prendre le jeu à son compte en attaque. Ce que j'attendais plus sur cette série, ce qui n'est pas arrivé. Donc ça, pour le coup, ça nous conforte tous les deux dans l'idée que c'est une deuxième option offensive. J'aurais quand même bien aimé le voir sur certaines séquences être plus agressif, comme j'aime bien le dire souvent quand je parle de Shea, d'être un peu plus agressif et d'être un peu moins dans la retenue que ce qu'il a fait sur cette série. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'a pas porté l'équipe comme on pouvait l'espérer, mais il a montré des bonnes choses. Tu vois, beaucoup lui sont tombés dessus parce qu'il avait loupé des drives, parce que sur certaines prises de décision, il n'a pas été bon. Mais globalement, quand on regarde, comme tu l'as dit, ses stats, tout ce qu'il a montré, c'est plus que positif. Je pense qu'on s'attendait aussi à un gros step-up. Tu vois, un mode playoff Shea, tu vois, qu'on n'avait peut-être pas encore découvert. On s'attendait à ce qu'il domine. Mais je pense que le match-up lui était pas forcément des plus favorables au final parce que comme tu l'as dit, au final, il n'arrivait pas à passer en vitesse certains joueurs. La défense en playoff, notamment celle de Houston, fermait bien la raquette. Il n'arrivait pas à avoir ces petits moves, tu sais, cette feinte et je retire à mi-distance ou ces choses-là. Il les avait beaucoup moins. Là où, par exemple, Schroeder, lui, arrivait à passer en vitesse. Par exemple, c'était un de tes trucs, mais quand Schroeder et Covington sur lui, c'était automatiquement un drive parce qu'il arrivait à le passer en vitesse. Chris Paul arrive à faire danser les défenseurs adverses. Shea n'a pas encore cette capacité-là. Il avait d'autres capacités qui étaient moins adaptées à la défense de Houston, donc il faut aussi le prendre en compte. Shea, cette saison, a beaucoup joué, enfin a pris beaucoup de tirs à mi-distance, et la défense de zone de Houston faisait, ce que Houston n'a pas voulu avouer, mais ce qui était une défense de zone, du coup faisait qu'il ne pouvait pas prendre ses tirs à mi-distance qu'il a aimé prendre toute la saison, et même au niveau, ça c'est une critique que je lui ai fait, sur le Game 5 et sur le Game 6, il prend 0 lancé. Alors que Shea, j'ai pas la stat sous les yeux, mais il doit tirer au moins 5 ou 6 lancers par match en saison régulière. Donc vraiment, le Houston lui a fermé l'accès à la raquette.
Et il s'est retrouvé à devoir jouer à l'extérieur, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment son arme première, donc du coup il s'est un peu plus retrouvé en difficulté. Mais l'autre point que je souhaiterais aborder avec toi, et où là on a vraiment vu qu'il y avait des limites, c'est en défense. Notamment au Game 5 où c'était évident et très clair aux yeux de tous que l'attaque de Houston ciblait chez en défense parce que vraiment, que ce soit Harden, Westbrook ou Eric Gordon, il n'arrivait pas à les tenir. Ça m'a rassuré au Game 6 parce que je trouve que sa défense, notamment en première mi-temps au Game 6, elle est très très bonne. Donc je me suis dit, il a réagi. Et même sur le Game 7, je trouve pas qu'il y ait d'action défensive aussi flagrante que ce qu'il y avait au Game 5. Mais ça a eu au moins le mérite de montrer que défensivement, il y avait quand même encore des progrès à faire. Mais c'est peut-être dû aussi à ce manque de physique qu'on lui reproche en attaque. Ouais, je pense aussi. Je pense que dans sa progression maintenant, il doit inclure que ce soit une prise de masse ou une prise d'impact physique en fait, qu'il a manqué, que ce soit quand il se faisait poster, que ce soit sur les drives. Et du coup, ça va aussi avec le fait de provoquer des fautes, hein. Quand tu subis les contacts, automatiquement, tu vas avoir moins de fautes que quand tu domines le contact, j'ai envie de dire. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi, alors qu'il s'était montré cohérent défensivement sur toute la saison. Il n'a pas été scandaleux, hein, ça n'a pas été un plot Ah non non, plus, loin de là. mais oui, je suis d'accord avec toi que ça aurait pu être un petit peu mieux par séquence défensivement. On a fait un petit peu le tour de nos jeunes, c'était plutôt le point positif, on va le dire, c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Maintenant, on va attaquer le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Euh, on va parler de Steven Adams. Toi et moi, on l'avait dit, c'était une des clés de la série. C'était est-ce qu'il allait être capable de contrebalancer son déficit défensif sur les switches, etc., en étant plus que positif en attaque, en prenant des rebonds off, en jouant posté, en scorant, voilà, en dominant offensivement. Il a été énormément critiqué sur la série, c'était par période, parce qu'il y avait des passages, il était bon, et du coup on n'entendait plus rien, et puis après c'était catastrophique, et là par contre c'était l'ouragan. Il y a des moments qui ont été cohérents, comme j'ai dit, où surtout en début de match, il prenait pas mal de rebonds off, il était peut-être un peu plus servi, il provoquait des fautes, il prenait des bonnes positions post-bas, il enfonçait les joueurs, c'était mieux. Et par contre, sur la longueur de match, c'était de pire en pire, j'ai envie de dire, de moins en moins dominant, les positions étaient moins bonnes, on perdait des ballons, voilà, beaucoup moins utile. Et après, défensivement, ça a été compliqué en protection de cercle. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'il n'a pas été aidé tactiquement, dont déjà par le match-up, mais parce que j'avais l'impression qu'il était toujours dans un entre-deux où il sortait pas sur les écrans, donc ça c'était prévu, hein, mais il était jamais vraiment sous le cercle en fait. Il était tout le temps dans la raquette, en dessous de la ligne des lancers francs, et il prenait en fait souvent un Harden ou peut-être un Westbrook sur la fin de série qui arrivait lancé et qui pouvait le blow-by sur une fin de course, tu sais, sur les lay-ups. Et du coup, on avait l'impression que c'était un plot parce qu'en fait, Harden il arrivait lancé, il faisait un Eurostep et il n'y avait plus d'Adams. Avec Gordon aussi, il l'a bien Voilà, pris ouais, sur voilà, cette série. complètement Gordon, ouais. Et du coup, il n'a pas été aidé par ça non plus, mais il n'a pas été décisif défensivement, loin de là. Nerlens Noel a eu un peu les mêmes problématiques d'ailleurs, donc il n'a pas été spécialement meilleur. Une chose à déplorer aussi, et je pense qu'on en parlera dans la bataille des coachs, c'est qu'il n'a pas été mis directement en confrontation avec Westbrook, ce qui est fait par la plupart des équipes. Voilà, ton avis sur Adam? Je sais que toi, tu es plutôt critique envers lui, je pense. Bah, il y a un truc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il y a une action qui est flagrante. C'est à la toute fin du Game 7, quand t'as Dort qui prend son tir. Si tu regardes bien, t'as Adams qui est tout seul sous le cercle. Genre vraiment, Dort, il a juste à lui faire une passe et Adams, il peut terminer. Mais sauf qu'en attaque, il était tellement peu impliqué qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit. Je sais même pas combien de tirs prend Steven Adams en deuxième mi-temps sur toute la série, mais ça doit être scandaleux. On l'a jamais impliqué en attaque. Et ça, pour le coup, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute du coach, c'est de la faute de tes meneurs d'un peu plus utiliser Steven Adams en attaque. Je suis totalement d'accord avec les critiques qui disent que il n'a pas été assez impactant en attaque, je suis d'accord. Il y a beaucoup de séquences où il a manqué d'agressivité au rebond offensif, ce qui je trouve il a plutôt bien répondu parce que si tu regardes son Game 6 et sa première mi-temps de Game 7, il est quand même là au rebond offensif, il embête bien la défense de Houston. Par contre, en attaque, bah, il a été très peu servi, il a jamais su profiter de sa match-up. Et vraiment, le point qui fait très mal, c'est en défense. Le nombre de 3 points, le nombre d'actions où PJ Tucker s'est retrouvé ouvert dans le corner parce que Steven Adams
vient pas close out, c'était affolant sur toute la série. PJ Tucker, il a quasiment pris tous ses 3 points ouverts. Mais il les a pas mis en plus. Pour Il les certains. a, c'est vrai, c'est ça, il les a pas mis, mais il était tout le temps ouvert parce que Steven Adams, de un, bah, sortait pas au large, et de deux, Steven Adams, il va falloir qu'on en parle parce que je vois peu de gens en parler, est devenu lent. Depuis quand Steven Adams est aussi lent en début de carrière? Il était pas aussi lent que ça. En fait, t'as l'impression qu'il a 35 ans. Ben c'est ça. C'est pour ça que les gens sont choqués quand tu vois son âge. C'est que t'as vraiment l'impression qu'il a 35 ans, qu'il a eu plein de coups, plein de blessures, plein de. Et c'est vrai qu'il est devenu assez lent. Ouais. Et du coup, il était tellement lent qu'il pouvait pas close out sur PJ Tucker parce il avait pas la vitesse tout simplement. Donc effectivement, je suis peut-être un peu plus, je suis critique sur Steven Adams parce que moi j'attendais une série Enfin, plus que un moi peu en tout cas. plus Ouais, ouais. impactante. Mm, mm. Et tu vois, au final, juste d'un point de vue statistique, il est en 10 points, 12 rebonds. Tu te dis, bon, bah, il a pris 12 rebonds, c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir. Enfin, Steven Adams, il était impactant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu avais l'impression qu'OKC, que ce soit en attaque ou en défense, était à 4 contre 5. Donc il y a un moment où c'était compliqué. Mais malgré tout, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que de un, c'était la pire match-up pour Steven Adams. Et de deux, il a vraiment pas été aidé par les systèmes défensifs de Casey et par son coaching. Ce qui n'enlève pas le fait qu'il fait pas une bonne série, mais si tu dois pointer du doigt, si tu dois pointer un joueur du doigt de Casey pour expliquer cette défaite, je pointe pas Steven Adams en premier. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que les gens ont été durs. À raison, hein. Bien entendu, encore une fois, il n'a pas été Oui, parce qu'il y exceptionnel. a, il y a le salaire, il y a Ouais, il y a la tout ça qui. réputation et tout. Et en fait, c'était qui tout double pour moi et j'étais plutôt du côté négatif parce que soit il a archi dominé et je pense qu'on gagnait la série pas facilement, mais les matchs n'étaient pas du tout pareils. Soit et on est dans cette situation-là où il a du mal à s'exprimer, il est mal servi, il est mal utilisé. En plus, quand il a la balle, c'est pas fou, il l'utilise pas bien. Donc c'était très compliqué. Et après, je suis d'accord avec toi. Et j'avais l'impression que physiquement, il était encore une fois, c'était même pas fatigué. C'était l'impression qu'il a plus les mêmes capacités maintenant qu'avant. T'as l'impression que dès qu'il y a un coup, tu sais qu'il peut être blessé. Alors c'est Adam s'il continue de jouer, mais tu sais pas jusqu'où ça va aller. Et après, il y avait un petit truc aussi qui m'a vite énervé, mais c'était avec la plupart des intérieurs, on est très vite allé dans la sur-aide, ce qui a Ouais, ouais, encore c'est ça. plus empêché les close-out, comme tu l'as dit. Là où Dort, par exemple, avait presque jamais besoin d'aide sur Harden, c'est incroyable. Non, mais Dort, Euh, il refusait les écrans, il carrément. refusait les écrans, il restait face aux joueurs. Alors Harden avait des fautes parfois ou arrivait à passer, mais sur la totalité, tu avais très peu besoin de l'aider, surtout d'aller sauter pour aller donner une faute à Harden une fois qu'il avait atterri. Enfin, tu vois, des trucs débiles. Je trouve que tactiquement là-dessus, on aurait pu être un peu plus meilleur. Et Adams, encore une fois, comme tu as dit, a vraiment pas été aidé, que ce soit par tout le contexte qu'il y avait, toutes les tactiques. Et Houston l'a bien défendu. Enfin, faut être honnête aussi, il le savait. Il y avait des passages où je pense qu'il le laissait un petit peu faire mal, où il le laissait prendre des rebonds, il fermait plutôt les autres joueurs, et des passages où par contre il voyait qu'on l'utilisait pas, et il le défendait encore mieux, et il l'empêchait d'avoir encore plus la balle et gagner les ballons. Je pense qu'il a eu quand même un temps de jeu conséquent parce qu'il était important pour nous, dans la pose des écrans, dans les décalages qu'il pouvait créer. Tu vois, dans le Il sens joue que où 30 minutes sur la oui, série de moyenne. mais certains disaient bah, il faut qu'il joue moins et tout. Moi, je pense qu'il était quand même important dans le fait bah, de créer un décalage pour que Shai puisse jouer, pour créer un espace pour qu'il y ait un switch et que Chris Paul se retrouve sur Covington, par exemple. Enfin, tu vois, dans ces choses-là. Et défensivement, et ça, je pense qu'on va enchaîner ensuite avec la bataille des coachs, donc on va en parler. Le small ball, contre Houston, par séquence, oui. Sur de la totalité, non. Parce que physiquement, Bazley ou Gallinari en poste 5, tu tiens pas un match en protection de cercle au rebond. C'est pas possible. Donc pour moi, il devait avoir ce temps de jeu-là quand même. Après, il aurait pu peut-être être mieux géré, peut-être être fait différemment. Et voilà, Peut-être pas, après... peut-être pas l'utiliser systématiquement en fin de match. Ouais, Je- il n'a pas genre, été dans la prolongation. parce qu'il était Euh, blessé. il était blessé, ouais. Mais tu vois, après, c'est tout bête, mais match 7 à la fin, on le sert pas alors qu'il est tout seul dans la dernière Il est tout possession. seul, Il vraiment. est tout Revoyez seul. le replay. Au moment où Dort prend son tir à 3 points, Adams est tout seul. Et c'est Et pareil sur sur la la touche remise après, en jeu, ouais. la touche après, quand il reste une seconde. Adams, PJ Tucker le laisse aller au cercle. Mm, mm, mm. Ça m'a rendu fou, ça. Donc c'est vraiment qu'on n'avait pas envie de l'utiliser en partie. Là où si on compare par exemple avec le tir de Anunoby, c'est pas lui qui est voué à avoir le système, mais par contre on voit qu'il est tout seul et qu'il y a une situation, et ben on l'exploite, tu vois. Là on n'a Ouais. pas été capable de le faire. Mais même, regarde,
Houston, quand tu vois la possession où c'est PJ Tucker qui marque un flotteur, la possession, elle est pas pour lui, hein. C'est Harden qui commence à naviguer, qui resserre PJ Tucker à 3 points. Il y a un bon close-out de je sais plus qui. Et Tucker, qui fait un truc qu'il a dû faire 3 fois en 3 ans, c'est il rentre dans la raquette et il te sort un flotteur. Ce que OKC a pas fait, quoi. Quand tu vois Steven Adams, vraiment, j'ai pas la stat, mais il prend combien de tirs en deuxième mi-temps sur toute la série? Sur le Game 7, je suis même pas sûr qu'il en prenne un en deuxième mi-temps. Mm, mm, mm. Et après, il y a peut-être ce qu'il aurait pu mieux faire et qu'il a parfois fait, tu sais, c'est ça switch à Houston, je slip l'écran, tu vois, je le fais pas complètement, je fais Hmm. semblant de poser l'écran et en fait j'enfonce le joueur jusqu'à sous cercle. Il l'a fait par certaines possessions et c'est là où il a eu des fautes et des paniers faciles par contre. Mhm. Et ça, on aurait pu beaucoup plus l'utiliser et je pense que regarder les Lakers jouer contre Houston, je pense que ça va être utilisé par certains pivots, par Davis. Javal Magui le joue très bien, ça aussi pour sciller la défense et permettre un drive ensuite, ce que Adams a peu fait. Ouais. Là-dessus, on n'a pas été très efficace dans ces situations-là. Non, non, mais tu vois, enfin, vraiment, on va revenir tactiquement après, mais Steven Adams, tu pars du principe qu'il va pas te servir, enfin, qu'il va être négatif en défense. Bah, essaye au moins de contrebalancer cette négativité en défense en le servant en attaque. Parce que Mm. si tu le sers même pas en attaque, bah le fais pas jouer, quoi. Enfin, utilise-le, serre-le au poste, je sais pas, mais sans même lui demander de prendre un tir, ça coûtait d'avoir un système où t'avais, comme on l'a vu cette saison, où t'avais Adams qui était en tête de raquette, dos au panier, avec des meneurs qui circulent avec du jeu sans ballon. Est-ce qu'on l'a vu sur cette série? On l'a pas Non, beaucoup vu. on l'a pas vu du tout même. Donc voilà, il fallait l'utiliser en attaque. Voilà, donc c'est le point de conclusion, ça va être Adams n'a pas fait une bonne série, il n'a pas été au niveau, mais il n'a vraiment pas été aidé tactiquement et par le match-up. Donc encore une fois, oui, on peut lui tomber dessus, oui, il va poser problème peut-être dans le futur d'OKC sur qu'est-ce qu'on en fait, mais encore, c'est pas lui qui a fait la défaite tout seul d'OKC. Bah, après, il nous reste les deux fautifs. Oui, on va aborder ça plutôt à la fin. On va Ouais. d'abord parler des coachs. Du coup, je pense que c'était un des fautifs que tu citais en Il y a plus. ouais, voilà. Le premier est coach, le deuxième est italien. Plutôt de la bataille des coachs, on va pas faire juste un débat sur Billy Donovan. En termes d'adaptation, d'abord, Houston s'est adapté entre guillemets en défense en laissant encore plus d'ordre tout seul, en zonant, en attaque en essayant de faire plus d'écran pour Harden pour le libérer de Dort, en jouant un peu plus sans ballon sur des joueurs. Ils ont ensuite eu le retour de Russ qui les a pas mal aidés sur les drives quand même et sur de la création. De notre côté, Donovan, on va résumer ses adaptations à l'évolution de ses rotations parce qu'au match 1, il joue Oh à là là. 11, non, je crois, c'est ça. En Bon, première mi-temps. on s'y attendait hein, parce qu'il cherchait, je pense, ça marchait pas, il cherchait des solutions et Parce qu'il n'y avait pas Dort non plus. voilà, Donc il n'y avait pas d'ordre, donc c'était sûr. Il s'est très vite adapté pour jouer à 8, voire 9 quand Ferguson devait rentrer, que Dort avait des fautes. Enfin voilà, c'était du très, très peu de temps de jeu. sur le Game 7, si tu considères que pour qu'un joueur soit vraiment considéré comme un joueur de rotation, faut qu'il joue 12 minutes, on tourne à 7 parce que Nerlens, s'il joue Il joue moins très de peu. 12 Ouais. minutes sur le Game 7. Mais ces rotations, honnêtement, sur les temps de jeu, c'était plutôt cohérent. Les guards avaient beaucoup de temps de jeu. Je pense parce qu'on avait besoin de création, on avait besoin de pouvoir scorer, hein, parce que c'était les seuls capables de scorer sur la série. Dort a eu un énorme temps de jeu pour défendre sur Harden. Donc là-dessus, pas trop, plutôt logique. Si je peux me permettre, il y a quand même des moments où je sais plus sur quel match c'est, je Ah, crois sur que les c'est line-up. sur le Game 4. Non, même pas sur les rotations. Sur le Game 4 où je crois que c'est sur le Game 4 où il te sort Dort pendant 2 minutes à toute fin du quatrième quart pour te mettre le line-up à 3 meneurs où tu te dis je sais pas s'il faut vraiment le faire. Sur le Game 7, il te sort Chris Paul au milieu du quatrième quart. C'est le moment où on n'est pas terrible alors que Chris Paul était en feu juste avant. Il y a des moments où je me dis ah, Alors, sur les minutes et sur les joueurs utilisés, j'ai pas de problème. Sur certains line-up, tu peux débattre. S'il y en avait certains, des moments, tu te dis, bon, là, c'est bizarre ce qu'ils tentent quand même. Alors, sur ce Chris Paul quatrième quart-temps, alors, première chose, c'est que je pense que Chris Paul est complètement d'accord pour sortir à ce moment-là.
C'est-à-dire que si Chris Paul lui dit non, je reste sur le terrain, je suis en forme, je pense qu'il reste sur le terrain. Et je pense qu'en fait, il a besoin de cette minute pour souffler, qu'il a eu toute la saison. Dans n'importe quel match dans le clutch, il les sortait à ce moment-là. Je pense que c'était nécessaire pour qu'il soit ensuite prêt complètement sur les fins de quatrième quart-temps. Surtout que maintenant, dès le début de quatrième quart-temps, il commençait de jouer tout seul. Ouais, Donc, mais justement, moi je préfère avoir Chris Paul qui joue pas les 3 premières minutes du quatrième quart plutôt que de pas jouer pendant 3 minutes quand il reste 7 minutes dans le match. Mais après, tu peux débattre de ça parce que par exemple, dans le match 7, ça a plutôt bien fonctionné parce que Chris Paul nous ramène au début du quatrième quart-temps. Il sort, on gagne les minutes sans lui, si je me trompe pas. Je crois qu'on les Il perd. doit avoir 2-0. Non, je crois qu'il y a 2-0 pour nous ou quelque chose, 1-0. Vraiment, ça n'a pas du tout scoré, je crois. Donc en tout cas, on est au pire à l'équilibre, si je me trompe pas. Et après, il re-rentre et on joue le clutch. Par contre, sur je ne sais plus quel match, on te fait défoncer dès qu'il sort et il le remet très vite. C'est le mais match encore, 6, je crois. mais encore une fois, Billy Donovan, on peut lui dire ce qu'on veut, mais il n'est pas complètement stupide non plus. Il se rend très bien compte que quand il enlève Chris Paul, ça peut poser problème. Donc je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors je ne défends pas, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des meilleures solutions, hein, mais je comprends la justification derrière. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est nécessaire encore une fois. Moi, ce que je critique, c'est, on l'a vu sur le Game 7, le quatrième quart, il le débute avec son 5 majeur ultime. Je pense que là, on est en mode panique et on met tout le monde et on voit ce qui se passe. Ouais, Honnêtement. mais je suis pas convaincu. En fait, ce que je reproche à Billy Donovan, avant d'aborder un peu plus le small ball, c'est qu'il s'est entêté à mettre son 5 majeur ultime en pensant qu'à un moment ça allait fonctionner, alors que c'était pas le meilleur 5 majeur sur cette série. Hmm. Tu veux dire sans Dort, c'est ça surtout. Oui, bah le 5 majeur avec les 3 meneurs, Ouais, plus ouais. Gallo, plus Adams. C'est Quoi. surtout l'absence de Dort qui était préjudiciable en plus. Qui Moi, je permettait pense ça. que vraiment Billy Donovan s'est entêté pendant la série à se dire ce 5 majeur, il a marché toute la saison. Il y a forcément un Ouais, moment dans cette je série suis où ça d'accord. va marcher. Oui, ça appuyait sur cette sécurité qu'il avait vis-à-vis de ce 5. Et ce qui est compréhensible, mais ce qui est vrai qu'il aurait peut-être pu Oui, mais s'adapter c'est plus à la situation. compréhensible c'est compréhensible au match 3. Quand au game 7, t'as déjà joué 6 matchs, t'as vu que ton 5 majeur, il est bon, mais c'est pas non plus ton meilleur 5 majeur de la série, le mets pas. Oui. Non, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il s'est appuyé sur la sécurité. Il a joué et ça n'a pas fonctionné. Après, encore une fois, beaucoup de monde lui sont tombés dessus. Comme Steven Adams, il y a des raisons, il y a des choses en termes d'adaptation qui ont fait que c'était pas forcément très bien coaché. Mais C'est Chris temps Paul, mort. c'est en mort. Mais Chris Paul met son tir à la fin et on gagne la série. Il prend pas tout ça, tu vois. Non, Alors que là, c'est ça temps dépend pas de mort. lui, tu vois. C'est temps mort. Il sait pas prendre un temps mort. Ça, vraiment, ça me. Mais j'ai réagi de manière un peu trop exagérée quand j'ai commenté le Game 7. Mais ces temps morts chez Billy Donovan, ça fait des années qu'il me frustre. Comment, quand il y a deux moments pour moi, il doit prendre temps mort. Le premier moment où il doit prendre temps mort, c'est quand on récupère la balle n'importe comment au milieu de terrain où t'as Eric Gordon qui la perd. Ça fait déjà 1 minute 30 que c'est n'importe quoi des deux côtés. Un temps mort, c'est fait exprès pour calmer les joueurs et lancer un système. Et c'est pas que de la faute de Billy Donovan, hein. Il y a plein de coachs, c'est une théorie qui se répand en NBA depuis plusieurs années, c'est les coachs dans le clutch, ils prennent de moins en moins temps mort, ils préfèrent laisser ça en freestyle. Non, un temps mort, justement, c'est pour éviter qu'il y ait de l'impro et pour lancer un système et pour calmer tes joueurs. Là, quand ça fait 1 minute que c'est n'importe quoi des deux côtés, que tu récupères la balle un peu de façon miraculeuse, faut l'avouer, prends temps mort. Et le deuxième moment où ça m'a tué, c'est quand t'as. Bah, c'est quasiment la dernière possession, quoi. Et ça aussi, c'est pour Chris Paul, mais j'y reviendrai après. C'est quand t'as le moment où Houston est pas loin de l'intercepter, ou c'est Shea qui la récupère de façon un peu miraculeuse aussi. Billy Donovan, il voit que la possession elle est en train de foirer. Pourquoi il prend pas de temps mort à ce moment-là? Vraiment, c'est les deux moments où je me dis pourquoi tu prends pas de temps mort, quoi. Quand tu vois que Shea, il se retrouve à peu près en tête de raquette avec Covington qui est sur lui, que tu vois qu'il reste 7 secondes, qu'est-ce que tu veux créer comme possession? Tu vas rien créer comme ça en impro. Faut prendre temps mort pour calmer tes joueurs et lancer un système. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, bien que je sois plutôt d'accord avec toi que ça aurait pu être mieux géré. Alors, pour la première possession, si je me trompe pas, le moment où on récupère la balle milieu de terrain, que c'est n'importe quoi, ça mène ensuite au tir de Chris Paul. C'est bien ça. Ben, typiquement, tu prends un mort à ce moment-là, je me sais pas si Chris Paul a un aussi bon tir après. Ouais, mais Tu vois, non, tu mais c'est. paries sur le fait que Chris Paul va avoir un bon tir. Moi, je préfère que tu lances un système plutôt que tu te dises
ah bah on sait jamais, dans le cafouillage, on va se retrouver avec un bon tir. Voilà, ouais, mais tu vois, encore une fois, Chris Paul met un tir qu'il a mis toute la saison, c'est-à-dire son mid-range là. Le problème, il se pose pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça Oui, mais dépend là, pas de du coup, Donovan. Et du coup, c'est Billy Donovan qui se dédouane en faisant oui, confiance à Chris c'est vrai, Paul. c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est logique, ce qui en soi n'est pas forcément un mauvais Ce choix. qui est logique, mais quand t'es dans un Game 7 qui est aussi serré et où t'es aussi près de la fin de match, Je suis quand d'accord. t'es coach, Je suis d'accord. tu ne dois pas, mais on en revient avec le 5 majeur, tu ne dois pas te dire ça a marché toute la saison donc je vais faire ça. Un Game 7 ça n'a rien à voir d'une série de playoffs, enfin un Game 7 ça n'a rien à voir avec des matchs de saison régulière et ça n'a rien à voir avec les autres matchs de la série de playoffs. Donc quand tu es en Game 7, tu dois prendre temps mort. À un moment, je sais que Chris Paul a été clutch toute la saison. Je sais qu'au Game 6, ça nous a réussi de ne pas prendre temps mort et que Chris Paul a été incroyable. Mais il y a un moment où tu peux pas te permettre de laisser autant de place au hasard. Tu dois vraiment calmer tes joueurs et lancer un système. C'est que mon avis, hein. Mais Après, la même problématique s'applique à la dernière possession parce qu'encore une fois, si on sert Adams correctement ou même le tir d'Ort en soi est ouvert, Harden fait une vraiment bonne défense sur la dernière, il sort vraiment vite et bien. Euh, donc en soi, on la joue pas si mal que ça alors que c'était très mal engagé. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Chris Paul a été bien défendu et l'a mal géré lui de premier abord. Mais imagine, est-ce que c'est te- pareil. Non, mais excuse-moi de te couper. Attends, je te pose Vas-y, juste une vas-y. question. Imagine l'inverse. Billy Donovan prend un mort sur une des deux possessions. Il met en place quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que, pas forcément que c'est mal dessiné, mais parce que Houston le défend bien ou je ne sais quoi. Est-ce que tout le monde ne lui serait pas tombé dessus en disant il prend un mort alors que l'action a été lancée, qu'on aurait pu créer un décalage pour faire une situation qui au final marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, tout le monde lui est tombé dessus. Il n'y a pas que moi qui lui est tombé dessus parce qu'il a pas pris Oui, tout le temps. monde. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Même moi, je l'ai dit que là, sur deux possessions, c'était flagrant. J'essaie de me mettre en position de défense quand même pour Ouais, débattre. non, mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il y a pas que Billy Donovan à blâmer. Sur cette Ouais, dernière possession, il y a Chris les Paul. joueurs, ouais, les joueurs, bien sûr. Je suis d'accord Chris avec Paul, toi. il y a quand même une règle, entre guillemets, qui est qu'au basket, quand tu es mené de 1 point, dans le clutch, tu as généralement tendance à prendre un tir en laissant 7 ou 8 secondes, parce que tu te dis, même si ton tir est raté, après tu peux aller chercher deux lancers et tu es toujours à une possession. Chris Paul, il va au bout de la possession. Pourquoi il fait ça? Enfin, vraiment, quand je l'ai vu, quand j'ai vu que Chris Paul, qui restait, je sais plus, 19 secondes, je crois, qui commence à dribbler en disant je vais attendre la fin du chrono, qu'est-ce que tu fais? Enfin, regarde au Game 6, Chris Paul, il attend pas la dernière seconde pour aller marquer, et pourtant ça nous a réussi. Donc, c'est de manière collective. Même là, en fait, on peut faire un sujet complet sur les 2 dernières minutes. Les 2 dernières minutes, c'est n'importe quoi. Oui, mais Dans le- des deux côtés, hein, parce que Oui, des Houston deux c'est côtés. très mal géré aussi. C'est D'Antoni doit c'est- prendre des temps morts. Enfin, c'est. c'est très mal géré, mais est-ce que c'est pas la tare des coachs NBA actuellement, c'est de pas prendre temps mort. C'est comme les 2 for 1. Les 2 for 1, il y en a un où ça m'a vraiment énervé, c'est le 2 for 1 de Schroeder à la fin du troisième quart du Game 7, où juste pour prendre un 2 for 1 qui, soit dit en passant, dans les deux cas, c'est souvent un tir de merde, voilà, ça sert à rien. Au lieu de dire je vais défendre pendant 5 secondes, tu dis je vais prendre un mauvais tir et je vais avoir 5 secondes pour reprendre un tir de merde. Et bah, au lieu de se dire on va défendre, Schroeder prend une brique à 3 points absolument dégueulasse. Donc ça vraiment c'est les tares qui se répandent chez les coachs NBA, c'est de ne pas prendre temps mort en fin de match. Alors effectivement, quand t'as Steph Curry qui plante à 12 mètres contre nous parce que Steve Kerr prend pas temps mort, ça marche bien. Quand t'as Paul George qui met un flotteur contre Utah l'année dernière parce que Billy Donovan prend pas temps mort, ça marche bien aussi. Mais quand c'est des matchs de saison régulière, quand t'es dans une situation aussi critique qu'un Game 7 dans le clutch, pour moi, tu laisses pas autant de place au hasard et à l'improvisation de tes joueurs. Tes coachs, c'est à toi de créer un truc, quoi. C'est surtout au moment où, comme tu l'as dit, ça devient. On perd à moitié la balle en fait. Parce que quand tu as la situation, Chris Paul remonte le terrain. Là, au final, tu peux annoncer un système. Normalement, t'as des bases, tu peux créer. Mais par contre, quand tu commences à être en difficulté, oui, là, je suis d'accord avec toi. Ok, on recommence, on refait quelque chose, tu vois. Là, c'est vraiment le problème. Si par exemple on était sur un 6-0 et qu'on nos deux possessions d'avant, on avait marqué 2 fois.
je te dirais très bien, tu restes dans le flow et tu continues à attaquer sans prendre ta mort. Mais là, ça faisait 2 minutes qu'on prenait des tirs de merde. C'est vrai aussi, ouais. C'est Calme vrai. le jeu. Je suis d'accord avec toi. D'autres éléments sur Billy Donovan ou est-ce qu'on passe au sujet suivant et au final pour conclure il a pas est-ce qu'il a été out-coaché? Je pense pas parce que D'Antoni a pas fait grand-chose non plus hein, mais il a pas été positif dans la série. C'est plutôt comme ça que je le dirais. Le outcoaché, non. Sur la série, de manière globale, non. Sur le Game 7, je trouve que D'Antoni a quand même fait des Du meilleur adaptations. travail. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur le Game 7 et même par extension sur le Game 1 contre les Lakers, Houston tire beaucoup moins à 3 points et va beaucoup plus près du panier. Et tu regardes sur le Game 7, je pense que Houston ne doit pas tenter autant de tirs à 3 points qu'ils en ont tenté sur la série. Ils en tentent, attends, je vais trouver ça rapidement. Houston tente 49 tirs à 3 points. C'est quand même beaucoup, mais c'est moins que les 60 qu'ils avaient tenté sur le Game 5 ou sur le Game 6. Mais après, juste un dernier point sur Billy Donovan. Là où on peut vraiment le critiquer, c'est sur le line-up small ball. Qui, même si on ne pouvait pas l'utiliser tout le temps, aurait quand même dû être un peu plus utilisé. Et pour moi, plus tôt dans la série. Mhm. Et ce qui est fou, c'est parce que je pense que toi comme moi, on disait avant la série ou peut-être en amont quelques semaines avant que c'était pas la solution de jouer small ball face à Houston parce qu'on faisait leur jeu. Et tu vois au final que c'est peut-être comme ça qu'on aurait pu un petit peu plus les embêter, que ça aurait pu changer quelque chose. Bien qu'encore une fois, ça se joue à une possession cette série. Bah, ce qui fait vraiment mal, c'est les 21 pertes Ouais, de les balles au 28 Game par 7. balle. Et ça, c'est pas Billy Donovan pour le coup. C'est pas. Non, c'est pas Billy Donovan du tout. Mais franchement, quand tu vois, on est tellement adroit sur le Game 7 à 3 points que franchement, si on perd, allez, même pas si on perd 10 ballons de moins, si on en perd 5 ou 6, franchement, il est pour nous. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois, genre, même dans le clutch, après, je te laisserai conclure, mais enfin, ou passer sur le deuxième fautif. Mais dans le clutch, Chris Paul, il perd un ballon, mais crucial, quoi. Donc, s'il ne le perd pas, peut-être qu'il plante un panier après, ou peut-être qu'on marque. Donc voilà. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Que c'est un peu un paradoxe avec notre saison. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on est l'équipe du clutch et on perd dans le C'est parce match le qu'on est plus maudit. important. Ouais, On est maudit, on perd dans le clutch. On va aborder maintenant le deuxième fautif, comme tu l'as dit. Hein. Bon, Danilo Gallinari, je sais que toi, tu es en croisade contre ce bon vieux étalon italien. J'aime bien l'appeler Ah comme ça. bah ça. Je suis moins bas que toi sur lui. Alors, il n'a pas été bon. Il faut être honnête 2 minutes. Ah, il n'a merci. pas été bon, à part sur le 6, si je ne me trompe pas, où il a eu une Et bonne le 1. réaction. Et le 1. On l'attendait en fait dominant en attaque parce que c'est un des joueurs qui est le plus capable de sanctionner le switch de Houston, de créer sur du 1 contre 1, de créer en isolation. Il était important pour le spacing, voilà, toutes ces choses-là. Il a été moins adroit que prévu, moins adroit que sur toute la saison. Il a été, et là c'est moi où un petit peu je le défends, beaucoup moins servi que sur le reste de la saison. Beaucoup moins de situations et bizarrement les matchs où il a été un peu plus servi, en bonne condition j'ai envie de dire, il a été un peu plus adroit. Alors c'est la faute des deux côtés, hein, mais tu vois, il a eu des passages où il n'était pas du tout utilisé. Tu demandais lui aussi pourquoi il était sur le terrain, parce que tu ne le mets pas pour défendre. Si tu ne le sers pas en attaque, Gallinari ne te sert pas à grand chose. Je pense que ouais, du coup, on aurait pu mieux l'utiliser et il n'a pas répondu présent. Il s'est pas affirmé non plus en fait. Il aurait pu être plus adroit, il aurait pu créer plus de situations de cut où il a été plutôt bon sur certains passages, tu sais, où il arrive à avoir la balle dans la raquette. Il aurait pu être plus agressif sur du 1 contre 1, des fois il était dépassé. Donc non, plutôt négatif sur Gallinari sur cette série. Lui, il devait être un leader en fait, offensif. Bah oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème de Danilo Gallinari, et c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un joueur de saison régulière? Parce qu'en allant chercher ses stats, en fouillant un peu ses stats en playoff, c'est pas que ça descend, c'est que ça s'effondre. L'année dernière, c'était déjà pareil. Je vais te retrouver ça rapidement. Cette saison, enfin sur cette campagne de playoff, il est à 40% au tir, dont 33% à 3 points. Ce qui est pour Gallinari, c'est affreux. Gallinari, c'est un joueur qui tourne généralement en 40 à 41% à 3 points. Là, sur cette campagne de playoff, il tourne à 32%. Et ça, pour le coup, je veux bien qu'on dise qu'il n'ait pas été servi,
il y a quand même beaucoup d'actions où Gallo il se retrouve ouvert à 3 points et où il ne met pas son tir. Et l'année dernière, c'était déjà pareil. Il tournait à 35% sur la série face aux Warriors, dont 30% à 3 points. Donc vraiment, Gallinari, je commence à me demander si c'est pas juste un joueur de saison régulière et qu'en playoff, son impact baisse. Parce que, ok, il n'a pas été servi correctement, mais il fait pas une bonne série. Je pense qu'il y a une différence pour lui en playoff, c'est que l'impact physique augmente grandement et ça le gêne sur beaucoup de choses. Il a encore moins d'accès au cercle sur les drives, c'est plus difficile à aller au cercle pour lui, il a moins de fautes. Sur les post-ups, ça défend plus fort. Il est mieux défendu aussi. Je pense qu'il souffre un petit peu de cette augmentation d'intensité, augmentation physique qu'il n'y a pas en saison régulière. C'est peut-être pour moi l'une des causes déjà de la baisse de pourcentage, mais ça c'est presque pour tous les joueurs NBA que les pourcentages diminuent en playoff. Ouais, c'est peut-être ce qui l'empêche de s'exprimer autant. Et ouais, après, peut-être qu'aussi, il assume pas ses responsabilités à ce moment-là, hein. Il faut aussi peut-être mettre les mots sur les choses, hein. Est-ce qu'il avait pas quitté déjà mentalement l'équipe Tu vois, je me pose la question. On en avait parlé au tout début en disant que Gallo, de cette équipe, c'était peut-être celui qui était le moins impliqué ou le moins enjoué du groupe. Moi, je me demande si Gallo, il avait autant la hargne d'aller la chercher que Chris Paul ou que Dort. Peut-être moins, parce que là, tu prends les deux qui avaient le plus la hargne de la série, je Non, mais pense. même que Shea, tu vois. Ouais. Shea, on peut le critiquer, mais dans les moments importants, même si c'est pas lui qui a pris le plus de tirs, il y a quand même des moments où il a pris ses responsabilités. Au Game 3, en toute fin de Game 7, c'est lui qui avait la balle. Est-ce que dans les moments chauds, hormis son interception en fin de Game 4, est-ce que tu as des moments où tu as vu que c'était Gallo qui prenait les devants en disant Non. servez-moi? Non. 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 Et ça, alors pour le que, coup, alors qu'il y a des passages où il aurait dû être servi, justement, il aurait dû s'exprimer, où il avait été adroit le match, il a pas de ballon à la fin, il va pas les chercher, je suis d'accord. Parce que tu vois, je veux bien qu'on dise que tactiquement ou nos trois meneurs n'est pas assez servi, mais c'est aussi à lui de se rendre disponible ou de faire en sorte de dire l'action d'après, vous me servez au Ouais. poste. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors après, j'irai pas au-delà à dire qu'il avait abandonné l'équipe ou voilà, mais je pense qu'une partie de son caractère est c'est pas le joueur le plus hargneux, le plus dans la lutte, etc. Donc ça se voit assez vite en fait qu'il est le décalage avec certains autres joueurs. Je pense que ça le dessert un petit peu, mais j'irai peut-être pas aussi loin que toi. Après, oui, peut-être c'était peut-être pas le plus motivé en effet, mais c'est assez dur de dire ça pour un joueur de son âge qui a pas de titre. Là, qui avait une opportunité de passer un tour de playoff, ce qu'il n'a pas dû faire énormément dans sa carrière. Ouais, il au l'a final. jamais fait. Voilà, donc je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Encore une fois, lui, comme Chris Paul, donc on va peut-être en reparler un petit peu, bien qu'on en a déjà pas mal parlé. Ça sent les adieux après cette saison, après Clairement, oui. un des messages qu'il a laissé sur les réseaux. Ça sent les adieux et ça paraît très logique. Ça paraît très logique et on reparlera dans des futurs épisodes de ce qu'on peut faire avec Gallinari. Pour finir, il nous reste peut-être deux joueurs à aborder. Donc d'abord Chris Paul. On en a beaucoup parlé un petit peu en fil rouge de ce podcast. Il fait une série monstrueuse. C'est juste que ça tombe Il y a pas quand même des gens qui ont réussi à le critiquer. Après bah, le Game 2, Chris Paul, il en a pris plein la poire. Oui. Rappelle-toi. Ouais, qu'il était plus discret, qu'il était moins présent, qu'il avait pas. Non, je suis d'accord. Mais globalement sur la série, c'est du très très haut niveau. Il est pas là, que ce soit dans le clutch, que ce soit sur tous les matchs pour scorer, dans le scoring. Enfin, ça devient très compliqué. Le contraste avec Westbrook était flagrant à la fin du match 6. Enfin voilà, ça me fait même ça avec m'embête Harden, ça m'embête de dire ça, mais ça n'avait rien à voir. Et ça tombe juste pas de son côté sur le dernier match, quoi. C'est encore une fois une petite malédiction Chris Paul. Mais sur l'ensemble de sa saison, l'ensemble de la série de playoffs, franchement, bravo Chris Paul et merci, quoi. C'est Ah bah totalement. Je vais te donner les stats de Chris Paul sur cette série. 21 points, 7,4 rebonds, 5,3 passes, 1,6 interceptions à 49% au tir et 37% à 3 points. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? et les tirs clutch, parce que la plupart de ses paniers, en fait, c'est au quatrième quart-temps, hein. Mais Donc, clairement, tu regardes le Game 6, c'est lui qui nous fait gagner le match. Tu regardes le Game 7, en tout début de quatrième quart, c'est lui qui prend feu. Et malheureusement, c'est le tir le plus important qu'il a mis des dizaines et des dizaines de fois cette saison, il est trop court. En fin de Game 7, ça s'est joué à ça. Clairement. Alors après, effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut critiquer les 21 pertes de balles, etc.
Mais au final, si ce tir il tombe dedans, la série elle est gagnée parce que c'était tellement n'importe Ouais, quoi que ouais. Bah, c'est ce que je te disais. la Ouais. prochaine équipe qui marquait, c'était terminé. Après, Chris Paul, oui, bah, taille patron, quoi. C'est vraiment, il fait une série incroyable. Dans le clutch, il est fou. Dans le game 6 quand on est mené de 6 points, c'est lui qui met deux gros 3 points à la suite pour nous remettre dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le joueur, plus vieux joueur à mettre Un faire un triple-double. triple-double en Mm. game 7. C'est- Non, Qu'est-ce on que a, tu veux on que a je te vite dise? fait le tour parce qu'il n'y a rien à dire. Il a été parfait dans son rôle. Monstrueux, Voilà, mais trop court sur le tir le plus important. c'est incroyable. C'est incroyable de dire. Puis Alors que mais, toute la saison, il te le mais met. sa dernière possession, tu peux le critiquer aussi parce que Chris Paul, d'où il fait une passe, quoi. Tu vois, il fait une passe un peu hasardeuse que Shea récupère alors qu'il a Covington sur lui. Normalement, Chris Paul, il doit prendre ce tir comme il a fait au game 6. Dans la même situation, c'est lui qui va driver, qui va provoquer de lancer. D'où là, il fait une passe. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Chris Paul? Est-ce que bah là Bah, aussi, merci. on va peut-être finir en disant que son message vidéo sur les réseaux sociaux ne sont pas vraiment dans un sens où il va rester très longtemps au OKC. Non, bah, même regarde sa conf de presse, on n'en a pas parlé, mais t'as Dort qui est en pleurs en conf de presse quand on lui pose la question sur la saison. T'as Chris Paul, tu voyais qu'il était vraiment aimé aussi. Je pense que cette saison a été tellement spéciale que même si Chris Paul, qui va probablement partir l'été prochain, même s'il a passé qu'une saison avec cette équipe, je pense qu'il est très attaché, C'est que ce inoubliable, il soit l'a dit, ouais. voilà, que ce soit à la commu, à l'orga ou aux joueurs, quoi. Et je pense que nous, de notre côté, en tant que fan, on peut lui dire que merci, quoi. Parce que vraiment, quand il a été tradé contre Westbrook, je pense que personne en voulait. Je pense que même lui voulait pas jouer au début. Il l'a Il dit, voulait ouais, pas, il voulait pas jouer. il voulait pas jouer au Ouais. KC et la réconciliation, elle est folle, quoi. Enfin, en dehors de son côté clutch et du fait que ça a été le meilleur joueur de notre saison, moi, ce que je vais retenir surtout, c'est comment il a pris les jeunes sous son aile, quoi. Tu regardes Shea n'aurait jamais autant progressé s'il n'avait pas eu Chris Paul sous son aile. Baisley, j'en parle même pas. Baisley, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et si Baisley devient un joueur très très bon dans le futur de Casey, je pense qu'on pourra beaucoup le gratifier Chris Paul ou créditer Chris Paul pour ce qu'il a fait. Je suis sûr que Dort, effectivement, Robertson a dû bien l'aider, mais je pense que Chris Paul a dû vachement l'aider aussi. Donc voilà, moi j'ai qu'une chose à lui dire, c'est merci pour cette saison, pour tout ce qu'il nous a apporté, pour toute la joie qu'il nous a apporté. Et sans trop m'avancer, bonne chance à Philadelphie. Mais voilà. On peut finir en disant que s'il est tradé, on espère qu'il nous rapporte pas mal de choses. Voilà. Bah, j'espère qu'il sera. Oui, enfin déjà oui. J'espère surtout qu'il sera tradé dans une équipe Où il peut où gagner le bon bah titre. c'est Chris Paul, donc forcément il rendra l'équipe meilleure. Mais j'espère qu'il sera tradé dans une équipe où il aura vraiment une chance plus importante de gagner le titre qu'avec nous cette année. Et qui continue de. Tu vois, comme je disais, c'est une réconciliation avec nous, les fans du Thunder, cette saison. Mais je pense que Chris Paul, un peu comme Melo, c'est la saison où il s'est réconcilié avec tous les fans NBA qui se sont rendus compte que Chris Paul, malgré son énorme contrat, ça reste quand même un top 10 meneur all-time tous les jours. Et même Bon. encore cette saison, il est quasiment top. Enfin, il est même. Je pense Il qu'il est est, All NBA Team. Hein. ouais, il est seconde ou third, quoi. Voilà. On va finir par un dernier homme, pas grand chose à rajouter sur Chris Paul. Hein. T'as tout dit, je pense. Dennis Schroeder. C'est pas celui, moi, qui m'a le plus marqué sur cette série. J'ai pas envie de dire qu'il était discret, mais il a fait du Schroeder. Alors, on a eu du très bon Schroeder. On a eu du moins bon, pas adroit. Mais au final, il a été plutôt présent. Il a été maladroit. C'est ce qu'on peut lui reprocher un petit peu sur pas mal de matchs. Mais il a plutôt répondu présent. C'est pas vraiment lui le fautif. C'est pas vraiment lui qui a été critiqué ou cité. On aurait pu espérer qu'il défende peut-être parfois un peu mieux sur Harden. Fin du match 7, ça allait, mais il y a certains passages où c'était vraiment dur et Dort fallait qu'il soit là. Et après, je sais qu'on peut dire juste un petit mot sur le fait qu'il soit pas 6e homme de l'année. C'était mérité pour lui. Harrell le méritait aussi. Nous, on a notre grosse préférence pour Schroeder. Mais malheureusement, c'est pas tombé de son côté cette année.
J'ai été le premier à réagir de manière très excessive. Très Et si virulente. Si Clippers FR m'entend, ce qui à mon avis sera pas le cas, mais je m'excuse. Mais disons que Schroeder pour moi était le sixième homme de l'année. Non pas que je trouve que Montrezl ne mérite pas, parce qu'il fait quand même une énorme saison avec les Clippers. Je trouve juste que Montrezl c'est le... Il y a des soirs où Montrezl était même pas le meilleur joueur du banc des Clippers. Alors qu'il y avait des soirs où Schroeder était le meilleur joueur d'OKC tout court. Et je trouve que dans son rôle et dans son utilisation, il n'y a pas de débat. Schroeder, s'il ne fait pas la saison qu'il fait, OKC est jamais dans la course au playoff. Si Montrezl fait pas la saison qu'il fait, je pense que les Clippers auraient peut-être moins gagné le match, mais n'auraient pas eu autant de problèmes que nous, on aurait pu en avoir. Donc voilà, rapidement, je trouve que Schroeder était, même en défense, était beaucoup plus important que Montrezl. Il l'a pas eu. Tant pis, bravo à Montrezl qui fait une très belle saison. Voilà. Après, pour revenir sur la série de Schroeder, effectivement, on lui a pas trop tapé dessus parce qu'il y avait Steven Adams, parce qu'il y avait Billy Donovan ou Danilo Gallinari, mais je trouve qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Je trouve que Dennis Schroeder, c'était le baromètre parfait de cette équipe parce que quand il est chaud, c'est-à-dire au Game 3 et au Game 4, on joue les yeux dans les yeux face à Houston et on gagne. Quand il est pas bon, que ce soit le Game 5, le Game 6 ou le Game 7, ou vraiment sur le Game 7, je le trouve pas terrible, mais vraiment pas terrible, on perd. Et tu vois, je veux bien que Schroeder, on le critique pas, mais quand tu vois ses pourcentages, il a 40% au tir, 29% à 3 points. Alors que cette saison, il était à, je sais pas, 46% au tir et 38 à 3 points. La baisse au niveau des pourcentages au tir est quand même significative, ou en tout cas assez significative pour qu'on la relève. Ouais. Après, je pense qu'il a été moins critiqué parce qu'il a eu moins de passages où il était vraiment calamiteux. Tu vois, où c'était Oui, vraiment cata. Et il a des grosses performances qui compensent le fait qu'il a eu des moins bonnes performances, en fait. Mais pour le coup, oui, on peut mettre en valeur que, un peu comme Gallinari, il a été moins adroit. oui. Après, défensivement, je n'ai pas trop envie de le critiquer parce que je pense sincèrement que si Dort défend. En fait, ce qu'a fait Dort sur Harden, c'est incroyable parce que je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu Dort, Harden aurait peut-être fait l'une de ses meilleures séries en Ouais, carrière, je ouais, pense. ouais, ouais. Harden était beaucoup trop chaud sur cette série de playoffs et ce qu'a fait Dort, c'est incroyable. Donc j'ai pas trop envie de critiquer Schroeder en disant ouais, il a pas très bien défendu sur Harden parce que je pense que hormis Dort, il y avait personne qui était capable de défendre Harden. Mais vraiment c'est offensivement où il a pas toujours fait les bons choix où parfois il a manqué des tirs qui rentraient Un peu de en saison surconfiance des fois régulière. aussi. Mm. Un peu de surconfiance, tout à fait. Et puis, bon, on en revient à la défense de zone de Houston, mais Schroeder avait souvent tendance en saison régulière, et même l'année dernière, à prendre des pull-ups à mi-distance, où il avait généralement 2 points faciles. On l'a pas beaucoup vu sur cette série, ces pull-ups à mi-distance. Donc, tu vois, c'était souvent soit des lay-ups, soit des 3 points. Donc voilà. Après, bon, on verra bien. Schroeder, c'est pas celui sur lequel il faut le plus taper. Moi, il y a vraiment son Game 7 sur lequel je me dis, Schroeder, s'il met juste 2 ou 3 paniers de plus cumulés avec les pertes de balles, on aurait vraiment pu le prendre. Mais sans son énorme Game 3, on est mené 3-0. Son Game 4, c'est pareil. Donc, pas trop envie de lui taper dessus non plus. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, pas grand chose à ajouter. Il aurait pu être un peu plus décisif, effectivement, un peu plus régulier. Mais je l'ai trouvé plutôt cohérent et comme tu l'as dit, lui aussi, le match-up ne l'avantageait pas forcément pour ses mid-range. C'est vrai qu'on l'a vu peu en faire. Maintenant que tu le dis, c'est complètement vrai. Il est temps de conclure, Constant. Ça y est, la saison est terminée, mais on ne laisse personne sur le côté. On va revenir très vite avec du contenu. On va parler de l'intersaison, de ce qu'OKC a à faire. On va parler de la draft. On va parler peut-être de choses all-time et de trucs à plus long terme aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, on va voir ce qu'on va vous proposer. On arrive aussi avec pas mal de surprises à la rentrée. Donc c'est le meilleur moment même pour nous suivre tous les deux @WeAreThunderFR. À nous suivre chacun sur nos comptes perso, donc @UpMThunder pour moi et @ConsConsLubin pour Constant. Interagissez avec nous, on est bientôt à 5000 abonnés en plus, donc venez rejoindre la communauté OKC. Abonnez-vous à toutes les plateformes d'écoute, sur Ocha, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles d'ailleurs.
Et voilà, on arrive très vite avec un live peut-être dans les semaines qui arrivent et des nouveaux podcasts. Donc on compte sur vous pour être là. Bonne fin de saison NBA à tous et salut.